quelques semaines après avoir signé le papier de la levée de fonds, eh bien tout s'est aligné dans ma tête. J'ai eu une nouvelle vision, qui est le Live Mentor que je t'ai décrit, le Live Mentor actuel. Et donc j'ai annoncé 3 mois après la signature à tous mes investisseurs qu'on allait faire complètement autre chose. Je suis Xavier Delabarrière et vous écoutez Raconte-moi tes chiffres, le podcast entrepreneurial pour accélérer vos projets. Ensemble, chaque mois, nous découvrons les chiffres d'un entrepreneur à succès et nous décortiquons les stratégies et les méthodes qui se cachent derrière ces chiffres. Pour chaque épisode, un objectif simple, vous apporter au moins un apprentissage que vous pourrez appliquer dès le lendemain dans votre entreprise pour faciliter son succès. Si cet épisode vous a inspiré, faites-nous en part en nous faisant un gentil commentaire. Alex Dana, CEO de Live Mentor. Je suis ravi de t'accueillir dans ce premier podcast que j'enregistre. Et podcast qui est tourné sur les chiffres. Donc l'idée aujourd'hui, ça va être de parler de tes chiffres, des chiffres qui te concernent toi personnellement, ton histoire, les chiffres tels que tu les vis toi au quotidien dans la gestion de ta boîte, et les chiffres de Live Mentor qui font déjà maintenant partie de l'histoire de Live Mentor, puisque comme tu vas nous l'expliquer tout de suite d'ailleurs, je te laisse le micro pour nous l'expliquer, l'activité de Live Mentor, quelle est cette activité, quand est-ce que ça a été créé et qu'est-ce que propose aujourd'hui Live Mentor à ses clients. Bah écoute Xavier, déjà merci beaucoup de m'accueillir, c'est super sympa. Moi je suis aussi ravi de passer ce moment avec toi. Effectivement, donc je suis le fondateur et dirigeant d'une entreprise qui s'appelle Live Mentor et on est à la fois un organisme de formation en ligne, un média et une communauté d'entrepreneurs. Donc notre mission, c'est d'aider toutes les personnes à leur compte ou toutes les personnes qui veulent se lancer, les indépendants, les freelances, les consultants, les artisans, les artistes, les thérapeutes à leur compte, les e-commerçants, toutes ces niches d'entrepreneurs. Eh bien, on les aide, on les accompagne avec des formations en ligne qui durent 3 mois et qui reposent sur un coaching intensif. C'est des formations qui peuvent être d'ailleurs financées soit via Pôle emploi, soit via le CPF. Mais à côté de ces formations, on a aussi un média, donc un magazine papier qui s'appelle Odyssée d'entrepreneurs, qui est un mensuel envoyé chaque mois à plus de 2000 personnes partout en France. On a un blog, on a une newsletter, on a beaucoup d'espaces de communication pour diffuser nos messages. Et on crée également une communauté d'entrepreneurs qui aujourd'hui compte près de 12 000 personnes, ce qui est beaucoup et peut-être aujourd'hui la première communauté de micro-entrepreneurs en France. Il y a beaucoup de réseaux qui existent pour les startups, il y a beaucoup de réseaux qui existent pour les grandes entreprises comme le MEDEF par exemple, mais au final, il y a très peu de réseaux pour les entrepreneurs qui font de 0 à 100 000 euros de chiffre d'affaires ou 200 000 euros, 300 000 euros de chiffre d'affaires annuel. Et c'est le type de personnes qu'on retrouve dans la communauté Live Mentor. Ok, super. Écoute, on va reparler de tout ça. Tu as déjà annoncé quelques chiffres, mais compte sur moi pour te travailler là-dessus et te collecter des chiffres vraiment intéressants qui vont nous parler de l'aventure de Live Mentor, de la performance Live Mentor. Avant ça, je reviens sur toi, Alex Dana. Pour les gens qui ne te connaissent pas, quel âge as-tu? Première question. J'ai 31 ans. 31 ans, et donc Live Mentor, c'est ta première entreprise. Non. Quand est-ce que tu l'as créée? Non, c'est pas ma première entreprise, c'est ma troisième entreprise. Mais les 2 premières ont eu une durée de vie très courte et elles ont fait faillite au bout de respectivement 6 mois et 1 an et demi. Et donc la première, tu l'as créée, tu avais quel âge? J'avais 19 ans, la deuxième j'avais 21 ans et j'ai créé Live Mentor quand j'avais 24 ans. D'accord, donc Live Mentor, c'est déjà une entreprise qui a 7 ans d'âge. Absolument.
Alors, il y a un élément qui m'a toujours impressionné, une histoire que tu m'as racontée, qu'on va partager là aujourd'hui. J'ai vraiment envie que tu nous rappelles ça. C'est ce pivot incroyable que tu as fait quelques semaines, je crois, après une levée de fonds qui était assez importante. Est-ce que tu peux nous raconter ça, Ouais, Alex? bien sûr. Donc, je crée cette boîte quand j'ai 24 ans et je suis en train de finir mes études. Et à l'époque, mon idée n'a rien à voir avec ce que fait Live Mentor aujourd'hui. Mon idée était de mettre en relation via Internet des collégiens, des lycéens, avec des profs particuliers pour des cours de maths, des cours de physique, des cours de chimie. Et donc j'avais un modèle de place de marché donc qui ressemble à ce que fait Airbnb ou ce que fait Uber, où tu as à gauche certains types de personnes et à droite un autre type de personnes. Et on développe cette activité pendant plusieurs années jusqu'à l'été 2016. Et à l'été 2016, quand on commence l'été 2016, la société commence à avoir une tête sympa. On réalise 1 million d'euros de volume d'affaires. Alors, on pourra rentrer dans le détail après si ça t'intéresse, mais c'est vrai que 1 million de volume d'affaires, c'est joli sur le papier, mais quand tu regardes ce qui te reste à la fin sur ton compte en banque, le chiffre est beaucoup moins impressionnant. Euh, Néanmoins, c'était assez sexy pour convaincre des investisseurs et par un concours de circonstances un peu rocambolesque, je me retrouve à lever 1 million d'euros juste avant l'été 2016. Sauf qu'au moment où je signe le papier, donc le pacte d'actionnaires qui entérine cette levée de fonds, j'ai une voix dans ma tête qui me dit que on va changer. Je savais pas encore vers quoi, mais je savais qu'on allait changer. Je savais que le modèle ne me plaisait plus, je savais que j'étais plus aligné avec la vision de la boîte, et je sentais bien que ma passion c'était l'entrepreneuriat et que il y avait quelque chose à faire pour toute cette génération d'entrepreneurs pour qu'elle galère moins que ce que moi j'ai galéré au début de mon entreprise, pour qu'elle ne repasse pas par toutes ces années de doute, d'hésitation, d'échec, parce qu'on n'a pas le bon accompagnement, les bonnes compétences. Et c'est vrai que quelques semaines après avoir signé le papier de la levée de fonds, eh bien tout s'est aligné dans ma tête. J'ai eu une nouvelle vision, qui est le Live Mentor que je t'ai décrit, le Live Mentor actuel. Et donc j'ai annoncé 3 mois après la signature à tous mes investisseurs que qu'on allait faire complètement autre chose. Et ça a été évidemment une discussion pas facile au début, mais heureusement on a réussi à surmonter ça. Alors, à ce moment-là, ce moment un peu critique où tu fais une deuxième levée de fonds, toi, tu avais investi combien d'argent dans la société? Moi, j'ai investi en tout et pour tout 300 euros dans la société. On a, 300 ouais. euros et aujourd'hui, tu as quelle part de capital à peu près? Si tu peux en parler, sachant que tu as peut-être des clauses dans ton pacte d'actionnaires qui ne te permettent pas de tout nous lâcher, mais Écoute, je peux euh, pas, non, je peux pas tout lâcher, mais je peux quand même dire certains éléments. Donc moi, j'ai une histoire capitalistique qui est très complexe, parce qu'il y a eu beaucoup d'actionnaires différents, beaucoup d'investisseurs différents. J'avais des associés fondateurs qui ne sont plus là aujourd'hui, et j'ai décidé de me réassocier avec quelqu'un qui s'appelle Anaïs Preto et qui est aujourd'hui la directrice générale de Live Mentor. Et ça fait maintenant que je dise pas de bêtises, plus de 2 ans, oui, 2 ans qu'on est associés. Et je pense, la meilleure décision que j'ai prise dans la vie de la boîte. Donc je suis très content de partager la responsabilité avec Anaïs et de partager cette direction commune. Euh, à nous deux, avec Anaïs, on n'est plus majoritaire de l'entreprise. À nous deux, on représente le plus gros pourcentage de capital de la boîte et on a négocié lors du dernier tour de table des mécanismes de relution sur objectif. Donc le, le pour te dire un peu mon état d'esprit, je pense que pendant plusieurs années, on est descendu assez bas, on a dégringolé un peu la montagne, mais on a commencé à la remonter
de manière assez sympa lors du dernier tour de table en en rééquilibrant les pourcentages de capital. Et puis, je pense que l'avenir peut nous révéler des belles surprises, peut nous réserver des belles surprises. Super. Écoute, 300 euros, quand on voit ce que tu as fait, c'est tout juste hallucinant. Donc, ok, merci pour ces partages, pour ces éléments qui te concernent vraiment. Un autre élément qui m'intéresse, je te côtoie maintenant depuis un certain temps et je suis impressionné par ton rythme de travail. Est-ce que tu peux nous dire un peu quelle est la quantité de travail? Est-ce que tu dors beaucoup? Est-ce que tu travailles beaucoup? Est-ce que tu te reposes? Quand est-ce que tu te reposes? Point très important, à la différence de toi, mon cher Xavier, j'ai pas d'enfant. Donc, tout ce que je vais dire dans les prochaines minutes, je pense qu'il faut vraiment le prendre avec le facteur non parent en compte. Après, c'est clair que je suis quelqu'un qui adore mon boulot, j'adore travailler. Pour moi, le travail, c'est quelque chose qui libère. Tu vois, il y a une fausse croyance qui est que le travail peut nous détruire, que le travail peut nous asservir, que le travail peut nous épuiser. Et en fait, moi, j'ai une conception qui est radicalement différente, puisque je pars du principe que si tu as choisi un travail avec passion, que ce soit en tant qu'entrepreneur ou en tant que salarié, si tu as choisi un travail qui te permet de te développer personnellement, et ben le travail, ça va pas te détruire, ça va être au contraire la meilleure manière de réaliser ton plus haut potentiel. Et c'est vrai qu'autour de moi, mes amis les plus proches ou les personnes avec qui je partage ma vie ont aussi cette conception du travail comme quelque chose, mais qui peut être d'une puissance créatrice qui est magnifique, qui est vraiment monumentale. J'ai aussi grandi dans une famille où mon père, qui est psychiatre et psychanalyste, bossait énormément et bosse toujours énormément. À savoir, tu vois, première consultation parfois à 6h30, 7h du matin, dernière consultation à 20h30. Et je l'ai vu adorer ça en fait. Et il adore toujours ça. Je l'ai vu être passionné par ça. Je l'ai vu écrire ses livres. Je l'ai vu préparer ses colloques, préparer ses séminaires et avoir toujours en tâche de fond dans son cerveau des réflexions sur son travail et dans l'occurrence ses patients. Ma mère, c'est un peu différent. Elle a arrêté de travailler il y a très longtemps quand elle avait 32, 33 ans. Mais avant ça, elle était vice-championne du monde de trapèze. Et pendant 10 ans, elle bossait comme une dingue du lundi au dimanche. Je crois qu'il n'y avait même pas de week-end pour être capable de faire des loopings et des sauts périlleux arrière à 15 mètres de hauteur sans filet avec parfois les mains en sang parce qu'elle s'entraînait en plein hiver sous le chapiteau. Donc moi, j'ai grandi là-dedans et j'ai eu la chance de trouver une passion qui est l'éducation, qui est la pédagogie et qui aujourd'hui est la pédagogie entrepreneuriale. Ce qui fait que, bah oui, je travaille beaucoup. je sais pas, enfin, je compte pas mes heures, mais si je prends mon calendrier et que je regarde en même temps que je te parle, bah, cette semaine, en moyenne, j'ai commencé à travailler vers 8h du matin pour m'arrêter vers 19h30. En ce moment, j'aime bien par contre avoir autour du déjeuner genre 2 heures de vraie pause parce que le confinement permet ça et me permet de passer du temps avec bah, des personnes qui comptent beaucoup pour moi et de vraiment respirer, avoir une bouffée d'oxygène. Par contre, tu vois, je vois que ce samedi, de 8h à midi, je suis en interview. Donc, je travaille samedi matin. Je vois que j'ai la même chose dimanche matin aussi. Donc, pareil, 8h midi. Samedi après, mais dimanche après, je suis libre, par contre. Donc, ouais, je bosse beaucoup, ouais. Je bosse beaucoup. C'est ce que j'avais compris. Je t'avais entendu ou dire ou tu l'avais écrit que souvent tu écrivais tes emails stratégiques le soir tard, enfin les emails à ta communauté le soir tard, des emails que je vous recommande de recevoir. Donc allez vous inscrire hein, sur le site d'Alex pour recevoir ces emails. Ils sont vraiment très très inspirants. Et je sais donc que ces emails, tu les écris le soir ou tu les écris en plusieurs fois. Oui, c'est vrai que ça fait partie des choses qui me prennent pas mal de temps. J'écris beaucoup. Donc j'écris à la fois pas mal d'épisodes de la newsletter de Live Mentor. Et puis j'ai écrit un livre l'an dernier
qui a été publié récemment aux éditions Albin Michel et qui s'appelle La méthode Live Mentor. Et en fait, le processus d'écriture pour ce livre et pour ces newsletters, c'est le même. Je suis tout le temps en contact avec ma communauté, je suis tout le temps en contact avec des entrepreneurs et donc j'entends des problématiques, j'entends des craintes, j'entends des interrogations de leur part sur, par exemple, la gestion de leur temps, sur la gestion de leurs finances, et je vais essayer d'écrire un texte autour de ça. Et quand j'écris ce texte, alors soit je l'écris tard le soir, ça c'est un moment où j'aime bien écrire entre 22h et minuit, soit je me réveille tôt le matin et j'écris par exemple entre 6h30 et 8h et j'envoie la newsletter à 8h. Et j'essaye, enfin ça m'aide beaucoup en tout cas, d'avoir des inspirations littéraires. De lire par exemple du Zweig. Tu vois, je suis un énorme fan de Stefan Zweig. Donc j'adore ses biographies. Biographie de Marie-Antoinette, biographie de Magellan, ça je suis un énorme fan et ça m'aide beaucoup pour mes newsletters. Et ça m'a aidé beaucoup pour le livre. Je suis un énorme fan d'Isaac Asimov aussi. Tout ce qu'il a écrit possède vraiment une super force de création. Donc c'est à la fois cette écoute de mes lecteurs, j'écoute énormément mes lecteurs, et j'essaye d'aller prendre des inspirations très variées. Et c'est vrai que ça, c'est peut-être ce qui différencie aujourd'hui la newsletter de Live Mentor de certaines newsletters plus traditionnelles. Si par exemple tu es abonné à la newsletter du Monde ou à la newsletter du Figaro, tu vas avoir une série d'articles, on te renvoie vers une série d'articles, moi c'est ce que j'appelle, on te bombarde en fait. On te bombarde avec différents liens, alors que moi je préfère raconter une histoire, embarquer mes lecteurs quelque part, leur proposer de commenter, leur proposer de répondre pour qu'une conversation s'enclenche. Ok, donc ça se passe le matin très tôt ou le soir très tard, ce sont tes moments d'inspiration. Merci pour ces informations vraiment intéressantes sur ta façon de travailler. Maintenant, on va remettre le projecteur sur Live Mentor, sur la structure. Est-ce que tu peux, Alex, m'expliquer comment tu gères, comment tu pilotes Live Mentor? Est-ce que tu es chiffre? Est-ce que tu as des tableaux de bord? Quels sont les 3 indicateurs que tu regardes tous les mois? Ou s'il fallait ne regarder que 3 indicateurs, quels seraient-ils chez toi? Mon premier indicateur, c'est le nombre d'entrepreneurs en formation, puisque la formation, ça reste notre activité principale. Alors, je pourrais regarder le nombre d'abonnés au magazine, je le regarde. Je pourrais regarder le nombre de lecteurs du livre, je le regarde aussi, mais s'il y a un seul chiffre d'abord à regarder, c'est le nombre d'entrepreneurs qui sont actuellement en formation. Parce que regardez ce chiffre-là. Et donc aujourd'hui, c'est combien à peu près? Je sais pas si j'ai le droit de donner le chiffre exact, mais ça va être entre 1000 et 2000 chaque mois. Bon. Ça va être entre 1000 et 2000. Donc c'est clairement la puissance d'Internet, la puissance du en ligne, parce que tu pourrais jamais avoir 1500 personnes en même temps en train de suivre un cours de business dans une CCI ou dans une boutique de gestion d'entreprise ou dans un incubateur ou dans une école de commerce. Donc c'est vrai que Internet te donne accès à des volumes assez fous. Donc je regarde d'abord ce chiffre-là parce que ma priorité c'est que ça se passe bien pour les personnes qu'on accompagne actuellement. Ça c'est vraiment mon focus tous les mois. Je veux regarder ce chiffre-là, combien de personnes on accompagne et comment ça se passe en termes de qualité derrière. Et c'est comme je pense pour quelqu'un qui a la tête d'une usine qui produit des chaussettes, et faut d'abord regarder le nombre de chaussettes que tu as produit chaque mois et qu'est-ce qui se passe sur ces chaussettes. Est-ce que l'expédition s'est bien passée? Est-ce que la logistique s'est bien passée? Est-ce que le taux de retour est le plus faible possible? Parce que tu peux regarder le nombre de chaussettes que tu as vendues, mais ça c'est un chiffre qui est évidemment très important puisque le cash et la trésorerie c'est clé. Toi tu t'en parles aussi bien que moi, même beaucoup mieux que moi d'ailleurs. Mais j'aime bien me forcer à regarder en premier le taux d'activité, quoi, l'indicateur d'activité opérationnelle, parce qu'il va te permettre de toujours avoir en tête que la qualité de ce que tu fais au quotidien, c'est ce qui génère le chiffre d'affaires de demain. Donc après, en deuxième indicateur, je regarde évidemment le chiffre d'affaires, qui est pour nous l'addition
des personnes qui s'inscrivent en formation, des personnes qui s'abonnent au magazine, des personnes qui s'inscrivent à un programme vidéo, des personnes qui s'inscrivent à des programmes plus light de webinars collectifs. Voilà, on a tout un tas d'activités, mais si on fait la somme, ça donne un chiffre d'affaires. Point barre. Et ensuite, ce que je regarde en troisième indicateur, c'est le BFR, donc le niveau de la trésorerie. Et ça, tu sais que je parle à un expert du sujet, mais c'est essentiel de comprendre que le chiffre d'affaires, l'indicateur numéro 2, chiffre d'affaires signé, c'est une vision du futur, c'est un indicateur un peu pour ton comment dire, c'est pas un indicateur pour rêver, c'est un indicateur pour se projeter. La trésorerie et le BFR, c'est un indicateur de réalité. C'est est-ce que ce mois-ci, on peut payer tous les salaires? Tu vois ce que je veux dire? Et c'est pour moi un peu les trois manières dont j'essaie de faire fonctionner mon cerveau chaque mois. Mon activité opérationnelle, mon indicateur de ce qui se passe au quotidien. Alors on a X personnes qu'on est en train de gérer, il faut qu'on les gère du mieux possible. 2, le chiffre d'affaires signé, et 3, le BFR et la trésorerie. Très clair. Et sur le premier, tu disais, je porte une attention aussi très importante à la qualité et à la satisfaction des entrepreneurs. Est-ce que tu as un indicateur pour ça, ou est-ce que tu regardes un peu les remontées? Est-ce que tu dis ton groupe Facebook? Comment tu t'y prends? J'en ai plusieurs. D'abord, tu as un indicateur qui est très utile qui s'appelle le NPS, Net Promoter Score, aux États-Unis. C'est un indicateur de qualité. C'est très simple à calculer pour ceux qui connaissent pas. Il suffit de demander aux personnes qui ont utilisé votre produit, votre activité, votre service, de noter de 1 à 10 leur expérience. Plus la note est élevée, plus l'expérience a été de qualité, plus elle est basse, plus il y a un problème. Par exemple, les banques ont un NPS négatif. Donc il y a beaucoup plus de gens mécontents que de gens contents. Les meilleures boîtes au monde, les boîtes comme Apple, ont des NPS à 80. C'est des trucs exceptionnels. C'est des scores de fou. Donc tu peux regarder ce chiffre-là, il faut le regarder, et puis ensuite tu peux regarder des indicateurs un peu plus spécifiques selon le type d'activité que tu as. Et donc Alex, ton NPS, parce qu'il faut parler de tes chiffres. Il y a l'indicateur, il y a le chiffre. Ton NPS, c'est quoi? Je crois que tu m'as dit. On est à 60 et après nous, on a une spécificité qui est qu'on calcule le NPS à 3 mois, donc à la fin d'une formation de 3 mois, mais on le calcule aussi à 1 an et demi après l'inscription en formation. Et pourquoi on fait ça? Parce qu'on garde toutes les personnes qu'on a accompagnées dans une communauté, un groupe Facebook, un forum. On fait également des événements en présentiel, et donc on leur apporte quelque chose. On crée un espace de discussion qui ne s'arrête pas à la fin de la formation. Et ça peut déboucher sur des partenariats, ça peut déboucher sur des associations, ça peut déboucher sur du lien social, ça peut déboucher sur plein de choses. Et ce qui est intéressant, c'est que notre NPS est toujours plus élevé au bout d'1 an et demi qu'au bout de 3 mois. Ce qui est rare, tu vois, pour une entreprise. Par exemple, Apple, si Apple t'envoie un NPS, plus le temps passe, plus ton NPS est faible parce que ton ordinateur a de l'obsolescence. Alors que nous, on est comme le vin, on devient meilleur plus le temps est long. Donc il faut nous laisser, tu vois, il faut nous laisser du temps en fait. Il faut être patient. Comme le vin. Ah, mais je confirme, c'est ce que j'ai vu dans ta communauté, c'est que vous avez des fidèles, vous avez des entrepreneurs qui sont là depuis quasiment le début de ton pivot, donc ça fait 3-4 ans, certains qui te connaissent très bien, tu les connais très bien, ils se connaissent très bien, et c'est passionnant de voir tout ça évoluer, et ce niveau de NPS, ça ne me surprend pas, parce que moi-même j'ai testé les services Live Mentor, et je peux dire que c'est vraiment une offre très très originale qui apporte énormément aux entrepreneurs, et on en sort souvent un peu transformé. Voilà, donc on revient encore donc à ton pilotage, on l'a compris. Donc tu as ces 3 indicateurs
le nombre d'entrepreneurs, d'apprenants, le chiffre d'affaires pour une vision un peu plus long terme, et puis la trésor, tu l'as très bien expliqué, parce que la trésor, c'est le cash au quotidien. Ton équipe, Alors, Alex, j'ai c'est combien de 60 personnes personnes en aujourd'hui? CDI et ensuite on a entre 30 et 50 freelances qui travaillent avec nous et qui sont principalement les mentors sur nos formations qui aident les entrepreneurs à progresser, à acquérir les compétences au programme des formations. Je rebondis sur ce que tu me disais tout à l'heure. Moi, c'est vrai que je suis pas quelqu'un qui aime les chiffres à la base. Pas du tout. Pas du tout, du tout. Et un gros reproche que je fais à l'éducation nationale, aux écoles de commerce, à toutes les formations post-bac qui puissent exister, c'est qu'elles ne t'apprennent pas à aimer les chiffres associés à une entreprise. Tu vois, on t'apprend pas du tout ça. On t'en parle même pas, ou quand on t'en parle avec un dialogue et avec un discours qui est C'est vrai. horrible. Et le problème, c'est que quand tu crées ta boîte, bah, donc toi, tu sais pas comment faire, tu sais pas comment les aimer, ces chiffres-là. Tu vas parler peut-être de tes chiffres avec ton avocat, tu vas rien comprendre. Avec ton comptable, enfin, voilà, tu sais très bien pourquoi moi je défends Houston et Sobeys. Enfin, il y a très peu de comptables qui savent parler comme vous des chiffres. Il y a très peu de personnes qui ont ton background et qui savent le partager avec pédagogie, avec des conseils qui sont actionnables, vraiment. Euh, donc, donc tu te retrouves en fait à être encore plus réticent parce que tu parles à des interlocuteurs que tu ne comprends pas. Donc tu as le syndrome du garagiste au sens où il répare ta voiture, mais tu as toujours l'impression qu'il est en train de t'avoir parce que tu comprends pas comment il la répare. Et, et ce qui fait que moi, pendant longtemps, en fait, j'ai quand même vraiment été sous-efficient avec mes chiffres, vraiment, vraiment, vraiment sous-efficient. J'ai pas tiré ma boîte dans le bon sens. J'ai pas j'ai pas été efficace, tout simplement parce que j'avais pas les bons interlocuteurs. Et aujourd'hui, la chance que j'ai, c'est d'avoir des personnes comme Anaïs, mais aussi des personnes comme Mehdi, qui est mon directeur financier, qui eux Ouais. raisonnent beaucoup plus avec des chiffres que moi. D'accord, donc tu t'es entouré d'Anaïs, direction générale, qui a vraiment une vision très opérationnelle, très terrain du fonctionnement de Live Mentor, et tu as un directeur financier depuis quelques mois, quelques années, mais tu as une équipe en fait qui est pour finir Ouais, bien structurée. Chacun ses chiffres quelque part. Toi, tu as tes chiffres activités, eux, ils ont leurs chiffres ouais, financiers on essaie. et leurs chiffres Oui, tout. opérationnels. Alors pour Mehdi, c'est clairement le Si j'ai cas. bien Le compris. directeur financier va principalement se concentrer sur les données financières. Tout à fait. Avec Anaïs, on va regarder tous les deux les mêmes chiffres. Euh, Elle les maîtrise mieux que moi, tu vois, pour être honnête. Mais ce qui est plaisant, c'est qu'elle a aussi une énorme vision à long terme. Elle est très forte en stratégie, et donc on n'est pas en décalage et on arrive à bosser avec je trouve une belle synchronisation. Euh, et moi, j'ai aussi fait un travail pour progresser sur mon analyse des chiffres et ma compréhension de ce monde-là, pour pouvoir réagir quand elle m'envoie un budget, pour pouvoir comprendre. Donc, elle le sait pas forcément, mais quand elle m'envoie quelque chose, moi, je passe beaucoup de temps à lire, beaucoup de temps à analyser chaque ligne, parce que je veux pouvoir euh, tenir la conversation. Ok. Et donc, les relations avec les actionnaires, par exemple, qui est-ce qui est sur le quai, qui est-ce qui monte au front, j'allais dire. Déjà, les actionnaires chez Live Mentor, comment tu les positionnes? Est-ce que chez Live Mentor, c'est numéro un, c'est le client? Est-ce que c'est l'équipe? Alors, numéro Ou un, est-ce c'est que ce sont l'entrepreneur les qu'on actionnaires? accompagne, toujours, 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 toujours. Numéro un, c'est l'entrepreneur qu'on accompagne. Numéro 2, ce sont nos mentors, parce que si les mentors sont pas dans un bon environnement, dans un bon contexte, bah, c'est super dur pour eux de, euh, de faire leur job. Et puis l'équipe, elle est au même niveau en fait. Pour moi, c'est indissociable, entrepreneur, mentor et équipe. On est tous en fait dans une même dynamique, et ça vient peut-être du fait que notre activité est de former des entrepreneurs alors qu'on est entrepreneur nous-mêmes. Donc si moi, mon équipe, elle souffre, elle va pas pouvoir inspirer, elle va pas pouvoir aider, elle va pas pouvoir motiver les entrepreneurs qu'on accompagne. Donc tout ça, je le mets au même niveau. Mes actionnaires, ils passent après, ils le savent.
et c'est tout à fait normal. La priorité, 99% de notre temps, il va à ce que je viens de mentionner et il vient pas à la communication avec les actionnaires. C'est clair. Bah, et tu sais ce qui, C'est on clair voit en ce moment, non mais et quand tu bravo. vois en ce moment ce qui se passe, je me Bravo, permets un Alex. mini interlude politique, mais quand bon, est-ce qu'en ce moment c'est normal de donner autant d'argent à des boîtes cotées en bourse qui, ces dernières années, n'ont fait qu'investir leur cash pour racheter leurs actions en bourse, au lieu de le mettre dans de l'innovation, au lieu de le mettre en salaire, au lieu de le mettre pour leurs clients et pour leur équipe. Tu vois? Si on parle de ça, tu vois, si on prend exactement la même question, qu'est-ce qui compte le plus? Les actionnaires, les clients, l'équipe? Bah, quand tu regardes le comportement de certaines boîtes en bourse, ce qui compte, c'est les actionnaires. Et bah, moi, ça me dérange qu'on mette autant de chômage partiel, autant d'aides, en comparaison de certains, d'un niveau d'aide que je trouve parfois trop faible pour les entrepreneurs, les indépendants, les freelances qui sont touchés par la crise. Voilà, c'était un mini interlude politique. Non, mais je te suis en grande partie là-dessus, c'est vrai. Bon, on est dans un système qui fonctionne comme il fonctionne. Il faut savoir que là, on enregistre en début de période de confinement. Donc, on vient tous de vivre quelque chose d'assez incroyable et l'histoire n'est pas terminée. Mais il se passe des choses et c'est vrai que le système des aides, je crois on va en parler pendant de nombreuses années et puis on va surtout subir financièrement, je pense, via la fiscalité des entreprises, de la tienne, de la mienne, de celle des gens qui nous écoutent. Eh bien, on va forcément être impacté. Alors, on continue avec les chiffres clés de Live Mentor. Quelques chiffres, si tu peux nous les donner. Moi, ça m'intéresse beaucoup de les connaître. Quel est le chiffre d'affaires aujourd'hui de Live Mentor? Je vais donner quelques chiffres. Je peux pas tout donner, mais je vais en donner quand même pas mal. Tu sais, il y a un article qui m'a beaucoup parlé d'un actionnaire américain intitulé Survivre assez longtemps pour avoir de la chance. Et Live Mentor, c'est un peu ce qui se passe depuis un an. C'est que depuis un an, on a de la chance. Et avant, on a survécu pendant très longtemps. On a survécu pendant 5 ans. Et c'était vraiment dur. Mais c'est vrai que depuis un an, il y a un alignement des planètes, il y a notre modèle qui fonctionne, il y a plein de briques qu'on a réussi à cocher, ce qui fait que sur le mois d'avril, 2020, on est sur un trend à 200% de croissance annuelle. Cette année, on va réaliser, je vais rester quand même un peu large, entre 5 et 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. L'entreprise est rentable, ce qui est très important pour moi parce que je veux absolument que Live Mentor dure, qu'on explose les scores de croissance. En fait, je m'en fiche un peu. C'est pas c'est pas une fin en soi en fait la croissance. Ce qu'il faut, c'est pouvoir se développer pour durer dans le temps et pouvoir réaliser sa mission. Et nous, on a une sacrée grosse mission à réaliser. Tu vois, on a quand même un sacré gros job qui est de faire en sorte qu'il n'y ait plus aucune faillite d'entreprise en France. De faire en sorte que tous les individus qui ont envie de se lancer aient l'énergie, la confiance, l'inspiration nécessaire et les compétences pour le faire dans les meilleures conditions. Et donc pour ça, faut pas faire les cow-boys, faut pas jouer au casino et faut pas prendre des risques inconsidérés. Il faut que tout ce qu'on réalise chaque semaine, ce soit super solide et résilient. Tu vois, on a vraiment cette théorie de l'entreprise résiliente. Donc voilà ce que je peux te dire sur le chiffre d'affaires. On devrait accompagner en formation autour de 7000 personnes cette année, ce qui représente à peu près sur l'année, ce qui représente à peu près la totalité des personnes qu'on a accompagnées depuis août 2016. Donc tu vois il y a effectivement un effet accélérateur assez fort. À côté de ça, on a 2000 abonnés papier à notre magazine Odyssée. On espère atteindre les 10 000 à la fin de l'année. On est en train de découvrir les joies des routeurs, de l'impression, mais c'est un monde passionnant qu'on est en train de découvrir. Voilà, et puis après on a quelques autres activités, mais qui sont moins significatives.
Ok, ok. Dans tes KPI, parce que je sais que tu as évidemment une approche très marketing, très commerciale, très business de la gestion des entreprises. Euh, Aujourd'hui, on le sait, surtout dans les activités de service, de formation, le marketing est déterminant. Vous, chez Live Mentor, vous le gérez comment le marketing? Est-ce que c'est un pourcentage du chiffre d'affaires ou est-ce que c'est en fonction de l'opportunité Écoute, nous ou du c'est lancement un des produits? pourcentage Comment tu gères du chiffre ça? d'affaires qu'on veut tout le temps faire baisser. Voilà, on veut tout le temps faire baisser. C'est normal. Pourquoi? Bah parce que c'est le signe d'une qualité qui s'améliore avec le temps, d'avoir un pourcentage de ton marketing en chiffre d'affaires qui est décroissant. Et puis parce que c'est aussi le signe que tu fais de mieux en mieux ta communication et que tu as diversifié ton marketing. Donc nous, ça tourne aujourd'hui en dessous de 10% du chiffre d'affaires, les dépenses marketing. Et nous, on inclut tout dans les dépenses marketing, parce qu'il y a plusieurs écoles, mais nous, on inclut vraiment tout. C'est moins de 10% du chiffre d'affaires. D'accord, très clair, très clair. Bravo, bravo et belle vision que de vouloir baisser le ratio, alors que sur des activités concurrentielles, souvent c'est un peu l'inverse qu'on voit, c'est-à-dire que les gens se gonflent leur croissance avec des budgets marketing qui ont tendance un peu à augmenter avec le temps. Hein. Plus la concurrence est forte, plus on est tenté d'investir dans le marketing. Et là, ce que tu nous dis, c'est que vous avez Ouais, vous avez une stratégie qui vous permet mais c'est parce qu'on de baisser avec le c'est temps parce qu'on a appliqué des ces dépenses règles de qui sont très marketing. particulières. Par exemple, je t'en donne trois. La première, c'est la communauté. Nous, on passe un temps de dingue avec notre communauté, mais vraiment un temps de fou. Donc, et c'est pas une question d'argent en fait, c'est une question de temps. Tu vois, on passe beaucoup de temps sur cette communauté, et ça se traduit par du bouche à oreille. Ça se traduit par de la réputation. Ça se traduit par de la notoriété. Ça, c'est une première chose. Ensuite, là où certaines boîtes qui font de la formation en ligne euh, inondent en publicité Google et Facebook, nous on préfère lancer un magazine ou on préfère publier un livre. Ouais, c'est incroyable ça, ce que tu as fait. Raconte en 2 minutes le Odyssée, hein, alors qu'on est tous très orientés sur le marketing. Vous avez sorti chez Live Mentor, là, il y a Ouais, quelques ouais, semaines, quelques c'est un mois, mensuel papier un qu'on a mensuel. sorti il y a Je te laisse 3 mois. le micro. Là, on enregistre ce podcast au mois de mai. On l'a sorti en février 2020. C'est vrai que tout le monde pensait qu'on était fous. C'est un magazine papier. C'est un magazine papier de 60 pages. Dans un contexte où la presse papier est à l'agonie, on décide de le lancer. On décide de le lancer sans passer par les kiosques, ce qui aujourd'hui est vu comme un coup de génie. Alors qu'à la base, nous, on voulait pas distribuer en kiosque parce qu'en kiosque, t'as un coût écologique qui est énorme. C'est-à-dire que la moitié de ce qui est dans les kiosques est, euh, est jeté à la fin de la journée. Il se trouve que il y a deux événements qui se sont rajoutés dans l'actualité. Le premier, c'est le confinement et la fermeture des kiosques. Et le deuxième, c'est la faillite du principal réseau de distribution en kiosque de France, qui s'appelle Prestalis. Donc, ce qui pose d'ailleurs un gros problème pour beaucoup de magazines papier qui sont dépendants de la distribution en kiosque. Donc, ces deux choses-là ont fait que nous, on n'a pas été impactés parce que dès le début, on a décidé de distribuer via Internet. Donc, les gens s'abonnent via notre site. Il y a un paiement sécurisé, tout est sous contrôle. Ça coûte 50 € par an pour recevoir chez soi, directement dans la boîte aux lettres, un numéro par mois d'Odyssée d'entrepreneur, qui est donc un magazine dédié à cette génération qui ne trouve pas dans les médias classiques sa bouffée d'oxygène, qui dans les médias classiques va voir la biographie de Xavier Niel, va voir des articles sur les grandes OPA en bourse, alors qu'en fait, les problématiques sur lesquelles on veut du concret, c'est comment j'augmente mes prix, comment je gère mon temps, comment je recrute mon premier stagiaire ou mon premier employé, et puis c'est surtout de l'inspiration, c'est des parcours d'entrepreneurs qui sont exceptionnels, qui sont pas des stars, qui sont des personnes qu'on verra jamais sur TF1, mais qui sont mais tellement inspirants. Donc c'est de eux dont on parle. Passionnant, je vous le recommande vraiment. Abonnez-vous à Odyssée pour 1 an. Ça coûte pas grand-chose et il y a une valeur délivrée qui est rare sur ce type de contenu. Alex, on va terminer avec encore avec Live Mentor. On va faire un petit exercice de projection. Dans 3 ans, dans 10 ans, comment tu imagines Live Mentor? 2, 3 chiffres comme ça.
dans tes rêves, j'allais dire, mais pas tant que ça, dans la réalité, Live Mentor dans 3 ans, est-ce que tu es capable Écoute, dans de nous 3 le décrire, de nous donner ta je vision? pense qu'on peut avoir une communauté de 50 000 entrepreneurs en France. Et j'aimerais que dans 10 ans, on soit autour de 500 000. Dans 3 ans, je pense qu'on aura un catalogue complet de formations pour entrepreneurs. On aura couvert toutes les thématiques, les ressources humaines, la finance, la partie légale, on aura des formations spécifiques par typologie d'entrepreneurs. On en a déjà. On a une formation pour les freelances, on a une formation pour le e-commerce, mais on n'a pas de formation pour les artisans, par exemple. On n'a pas de formation pour les artistes. Et je pense que c'est vraiment important qu'on crée ça à horizon de 3 ans. Je pense qu'on sera encore plus reconnu comme un média de référence grâce aux magazines, grâce aux livres au pluriel, parce qu'on va faire d'autres bouquins. L'étape d'après, l'étape à 10 ans, c'est de réussir à constituer un écosystème. Et pour ça, il va falloir aller beaucoup plus loin dans la gestion de notre communauté, dans l'animation de notre communauté. Aujourd'hui, cette communauté, c'est quelque chose de magnifique, mais on pourrait aller encore beaucoup plus loin. On pourrait imaginer des fonctionnalités inspirées de LinkedIn, inspirées de plateformes de mise en relation. On pourrait imaginer que Live Mentor soit un endroit où tu arrives et on te met en relation avec d'autres entrepreneurs pour monter une boîte, par exemple. Ou on te met en relation avec des gens pour vendre ta boîte. Ou on te met en relation avec des personnes pour t'associer sur un projet qui est déjà lancé. Et ça, je crois que si on arrive à le faire en incorporant nos valeurs, qui sont les valeurs de passion, les valeurs de résilience, les valeurs de développement personnel, ces 3 valeurs-là, eh ben on peut créer quelque chose qui change un peu la société française. Merci Alex. On va s'arrêter sur cette vision, cette ambition qui te caractérise, et merci d'avoir partagé des chiffres rares, des chiffres qui nous ont un peu surpris, qui m'ont surpris en tous les cas. Je ne les connaissais pas, donc je les ai découverts aujourd'hui. C'était un beau moment. Je suis content de l'avoir partagé avec les auditeurs. Merci beaucoup, merci et à Alex, toi écoute, et à très vite. On te dit à bientôt alors. Pour ceux qui sont encore avec nous, eh bien merci d'avoir écouté jusqu'ici. Si cet épisode vous a plu, pensez à laisser un avis. Je les lis tous et en plus de me faire plaisir, ça nous aidera à partager ce podcast avec le plus grand nombre.